Je m'appelle Pierre Amougou. J'ai fait plusieurs des meilleures écoles du monde et de France, comme le lycée Henri IV. J'ai fait l'université Paris-Dauphine. J'ai fait l'école normale supérieure d'Ulm à Paris en sciences cognitives. J'ai fait Princeton aux États-Unis, la même école que Michelle Obama. J'ai fait Berkeley comme l'un des fondateurs de Apple. Bref, j'ai fait des écoles prestigieuses. Mais pourtant, rien, mais vraiment rien, ne me prédestinait à rentrer dans ces écoles-là. Et justement, mon histoire, elle a inspiré beaucoup de jeunes sur les réseaux et elle a fait l'objet de plusieurs articles, documentaires sur, par exemple, France 3, Europe 1, Le Parisien, etc. Et en fait, je me suis dit, il était temps aussi que je puisse partager mon histoire pour toucher plus de monde et t'aider toi aussi, justement, à réaliser tes ambitions. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, moi, j'ai grandi d'abord à Villiers-le-Bel, donc j'ai été élevé par ma mère seule et vraiment rien ne me prédestinait à réussir, en tout cas scolairement. C'est-à-dire que à Villiers-le-Bel, pour parler franchement, en fait, nous tous, on se voyait pas vraiment à travers l'école. En fait, on allait à l'école dans un objectif de faire plaisir aux parents. Et on va à l'école parce que c'est obligatoire, mais on se projette pas. C'est-à-dire que tu vas prendre 85% des garçons de ma classe, ils voulaient devenir footballeurs, certains rappeurs. Mais personne va te dire, ouais, je vais devenir avocat, je vais devenir médecin. Non, ça, c'est pas pour nous, c'est pour les autres. Et moi, en fait, j'étais perdu. C'est-à-dire que j'aimais pas le foot à l'époque, alors que maintenant, je suis un grand passionné de foot. Je me voyais pas rappeur, mais je me disais, je sais pas. En fait, j'aimais la connaissance. Pas forcément l'école, j'aimais pas l'école, mais j'aimais apprendre des choses. J'aimais le côté intellectuel des choses, l'histoire, etc. Et un jour, il y a eu un déclic, c'était en 2007. Il y a eu les émeutes à Villiers-le-Bel. En fait, il y a 2 jeunes qui ont été percutés et renversés par des policiers. Et donc, il y a eu des émeutes à Villiers-le-Bel. Il y avait un couvre-feu, notre bibliothèque, elle a brûlé, les magasins ont brûlé. Bref, c'était une catastrophe. Et je me rappelle de 2 choses. Il y a ma mère qui m'a dit une chose. Elle m'a dit, Pierre, c'est par ton talent que tu vas faire la différence. T'es noir, t'es de banlieue, t'es pauvre. Faudra faire 2 fois plus que les autres pour avoir la moitié de ce qu'ils ont. Sur le coup, j'avais 9-10 ans, j'ai pas compris, mais ça m'a marqué. Parce que là, ma mère, elle avait l'air sérieuse. Et ça, je l'ai compris plus tard. C'est que j'ai parlé franchement. Quand t'es noir et tu veux réussir, soit tu vas réussir par le foot ou autre, mais si tu veux réussir par les études, va falloir travailler dur. Parce que peu de gens qui viennent de banlieue, qui viennent de minorités, vont réussir à se hisser dans les hautes sphères de la société, que ce soit financièrement, dans le domaine des entreprises, dans le domaine politique, etc. Footballeur, rappeur, oui. Dans le divertissement, oui. Mais dans les autres secteurs, non. Donc j'ai pris conscience de cela. Mais au début, j'en faisais qu'à ma tête. Donc ma mère, elle déménage. Elle quitte Villiers-le-Bel. Elle se dit, voilà, je veux vraiment que mon fils il ait un environnement plus propice à la réussite. Au début, c'est une catastrophe. Donc moi, je suis en 6e. Dès la 6e, je commence à sécher les cours. Je bavarde. Mais moi, j'essaie toujours d'avoir 12-13 de moyenne. C'est-à-dire 6e, 5e, 4e, j'ai 12-13 de moyenne. Parce que voilà, je me disais, ma mère, elle va pas me gronder. C'est correct. Mais il y a eu un déclic. En classe de 4e, ma prof de 4e, elle était en madame, je vais pas dire son nom, mais c'est une prof d'anglais. Elle arrive, elle dit, vous là, me rappelez Pierre, c'est pas la peine de vous accrocher. Hein. De toute façon, bon, vous c'est acté, vous allez faire un lycée professionnel. Le brevet que vous voulez ou non, ça changera rien. La générale, c'est pas pour vous. Et là, je vois mes potes, ils rigolent. Et moi, je me dis, mais c'est qui, pour qui elle se prend pour nous dire, votre destin c'est ça, toi ton destin c'est ça. Toi, arrête de travailler, je connais déjà ton destin. C'est pas Dieu. Elle est pas voyante. Et là, ça m'a piqué, ça a touché mon ego. Je me suis dit, attends, faut que je lui montre que, elle a tort. C'est moi qui vais décider de mon destin. Si j'ai envie d'aller en classe générale, j'irai en classe générale. Si j'ai envie d'aller en classe professionnelle, j'irai en classe professionnelle. En fait, dans le domaine scolaire, pour être libre, il faut avoir d'excellentes notes. Comme ça, si le prof il dit va à gauche, je peux dire je vais à droite, j'ai les bonnes notes. Par contre, si t'as des mauvaises notes, t'es obligé de suivre. Hein. Ils disent va à droite, t'es obligé d'aller à droite parce que t'as pas des bonnes notes. Donc là, en 3e, là, c'est changement de mindset. Je me mets devant, j'essaie de participer plus, je suis premier de ma classe, 16 de moyenne, brevet avec la mention bien. Je vais au lycée, là, je suis dans une classe où les gens travaillent bien. Et je me rappelle, je progresse, je commence à devenir un bon élève, je change d'identité. Je suis passé d'un étudiant, du moins d'un lycéen, d'un collégien qui disait que l'école ça sert à rien, à quelqu'un qui se projette en se disant je sais pas c'est quoi mon objectif, mais en tout cas je sais que ça va passer par l'école. Donc j'ai intérêt à m'investir davantage. Et je me rappelle en fin de seconde, mon prof de sciences économiques et sociales, monsieur Cherfi, il me dit Pierre, vous êtes excellent, mais vous voulez faire quoi plus tard? Moi dans ma tête je me suis dit je sais pas moi, juste avoir le bac général c'est déjà bien, avoir une mention. Il me dit mais vous devez être plus ambitieux. Sciences Po, Henri IV, HEC. Moi je dis mais de quoi il me parle? Je sais même pas qu'est-ce que c'est ces écoles là. Donc bon, j'oublie.
Première, ça se passe bien, 16 de moyenne. Après, je le retrouve en terminale. Premier jour, je me rappelle de la rentrée, il me dit alors, monsieur Amongo, cette année, 18 de moyenne, c'est de moyenne, Henri IV, l'ENS, Sciences Po, alors c'est quoi le plan? Et là, je me dis ok, let's go. Mon objectif en terminale, c'est Sciences Po et Henri IV. Du coup, je travaille. Je me rappelle, j'étais avec une amie, Anna. On était tous les deux, on se tirait vers le haut. On était les deux meilleurs de la classe. On avait toujours entre 17 et 18 de moyenne générale. Mais l'autocensure. Je tente pas Sciences Po. Je me rappelle, il y avait Miss France. C'était les élections Miss France. Ma mère regardait ça à la télé. Je complétais ma candidature à Sciences Po. Il y avait des questions du style pourquoi vous voulez faire Sciences Po, blablabla. Bla, bla. Et je me dis, mais Pierre, à quoi bon quand candidater à Sciences Po? C'est pas pour toi. Tu vas pas être pris. T'as pas de niveau. Pourquoi je casse la tête? Va à ton université de secteur et ça ira très bien. Du coup, j'abandonne. Je termine pas ma candidature. Henri IV, pareil. Je termine pas ma candidature, mais la chance que j'ai eue, c'est que nous, à l'époque, moi je suis vieux, hein, c'était Parcoursup, non, c'était APB, Admission Post-Bac. En fait, il y avait une partie de nos notes qui était déjà sur la plateforme. Donc, Henri IV avait accès à mes notes de première et de terminale. Donc, il m'envoie un mail et ils disent oui, on a eu votre dossier, mais il manque les notes de seconde, donc je les envoie. Résultat, je suis pris au premier tour de APB, l'équivalent de Parcoursup. Et j'ai le bac avec mention très bien. Et là, je découvre un nouveau monde. Le monde élitiste parisien. J'arrive, je me rappelle, le président de l'époque, il arrive et dit vous êtes Henri IV. Ici, on prépare à l'excellence. Vous êtes l'élite de la nation. Les cendres de Clovis sont en dessous, nanana, blablabla. Bref, un discours très élitiste, très éloigné de ce que j'avais connu. Et je voyais que beaucoup de gens, en tout cas, beaucoup de camarades, ils se sentaient spéciaux. Pour eux, voilà, ils étaient des génies, ils étaient intelligents. Les autres, leurs camarades n'étaient pas très intelligents. Voilà, donc c'est vraiment un environnement différent, compétitif, où on parle d'excellence, où la médiocrité n'a pas sa place. Et donc, le problème, encore une fois, c'est que j'avais pas d'objectif. J'ai eu la mention très bien. Je suis rentré en RECAD comme mon professeur d'SS voulait. Ma mère est contente, j'ai le bac avec mention. Mais je vais faire quoi plus tard, moi? Je ne sais toujours pas. Je n'ai pas d'objectif. Je dis, bon, je cherchais à survivre. Sauf que finalement, ça se passe bien. J'arrive à avoir 12-13 de moyenne sans beaucoup d'efforts. Les meilleurs, ils avaient 15. Moi, j'étais à 12-13. Mais comme j'avais pas de but, bah, je me dis, mais pourquoi je vais me donner à fond alors que je n'ai pas d'objectif? Donc, à la fin de la première année, on fait un entretien de personnalité blanc, type HEC, école de commerce. Et là, le jury, il me dit, franchement, on a été impressionné par vos capacités intellectuelles, on a été impressionné par voilà, votre maturité. Vous devez être plus ambitieux. On trouve que vous n'êtes pas assez ambitieux. Vous devriez viser l'ENA, Sciences Po, Harvard, Berkeley, Princeton, ce genre d'école-là. Et du coup, ça m'a mis un coup de boost. Je me suis dit, ouais, ils ont peut-être raison. Parce que, vous savez, moi, je vais dans un milieu, comme je le disais, où on ne connaît pas les études supérieures. Donc, j'ai toujours été motivé par l'extérieur, en fait. Parce que moi, je n'avais pas de but. Je me suis dit, ok, bon, vas-y, je vais essayer d'être meilleur. Donc, deuxième année, je me rappelle avec mon coloc Aladji, on se met une détermination, on travaille dur, nos notes elles augmentent, on commence vraiment à avoir parfois des 16, des 17. Et donc la deuxième année se passe bien, je passe en troisième année spécialité économie, donc on est entre Henri IV et Dauphine. Sauf qu'une catastrophe se passe en troisième année. Il y a un changement de politique donc dans la filière, le CPS-PSL, donc donc c'est cycle pluridisciplinaire d'études supérieures. En fait, avant, on vivait à la résidence de la cité universitaire, c'était gratuit pour les boursiers. Et maintenant, ils ont dit qu'il faut payer une partie avec l'APL. Sauf que moi, je ne pouvais pas demander les APL, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, concrètement, je ne pouvais pas payer mon loyer. Donc, j'étais menacé d'expulsion, je n'avais pas assez d'argent pour manger 3 repas. Des fois, c'était un repas, je stressais. Donc, autant dire que je révisais plus, je n'étais pas concentré en cours, je dormais mal. Et du coup, j'arrive à la veille des partiels et je craque. Je dis, punaise, mais c'est chaud là, comment je vais m'en sortir? Et j'en avais parlé à personne. Et j'en parle à mon prof d'économie, Monsieur Combal, qui avait eu d'ailleurs Emmanuel Macron en tant qu'élève, à Henri IV. Et il me dit, vous allez y arriver, vous êtes capable d'y arriver. Et donc, la veille des partiels, je dis, ok, je vais pas dormir. Pendant 4 jours, je dors pas. C'est-à-dire, je vais au partiel, je révise le partiel pour le lendemain ensuite. Je vais au partiel, je révise le partiel qui arrive le lendemain et je dors pas, je bois du coca, du Red Bull, du café, bref. Il faut absolument pas faire ça. En tout cas, je valide ce premier semestre, pardon. Mais je suis très touché mentalement. C'est-à-dire que c'est ma pire année, je dirais, la troisième année. C'est-à-dire que j'ai pas trop d'ambition. Mais je tente quand même l'ENS. Je me dis, voilà, faut pas se censurer comme à l'époque avec Sciences Po. Je tente l'ENS. Je me dis, je sais que je suis compétent.
J'ai eu des bonnes notes en deuxième année. En troisième année, c'était pas le cas, mais je vais pouvoir l'expliquer. En plus, mes profs d'économie me soutiennent parce qu'ils ont vu mes capacités à l'oral, ils ont vu mes capacités de réflexion. Donc, je candidate. Et je passe à l'oral, je suis parmi les 8 admissibles. Je passe l'oral, ça se passe bien. Et après, je reçois un mail qui dit voilà, franchement, à l'oral, vous avez été le meilleur, on a été impressionnés et tout. Mais on a été un peu inquiet de l'instabilité de vos notes. Et donc là, ils me disent ouais, franchement, on trouve que c'est pas assez solide en troisième année, on a peur que vous n'ayez pas le niveau. Et je me dis, encore une fois, voilà, même quand tu as le talent et que tu travailles dur, parce que tu viens pas d'un milieu riche, bah, tu dois faire face à des difficultés comme payer son loyer, avoir de l'argent pour se nourrir et tout. Mais honnêtement, j'étais pas triste. Je me suis dit, voilà, moi je suis croyant. Et surtout, ma mère me disait toujours, quand une porte se ferme, une plus grande va s'ouvrir. Donc je me dis, c'est que c'est pas pour moi. Et donc, je vais à Dauphine. Honnêtement, je suis pas bien mentalement, dans le sens où je sens que j'étais trop usé. Cette année, elle m'avait usé. Donc, je vais en cours, j'aime pas. Je vais plus en cours. En plus, je travaille à côté, je fais des trucs d'assistant chercheur. Parce que là, je voulais plus avoir ce problème de logement. Et après, à un moment, je dois retourner chez moi. J'ai plus de logement étudiant, donc je fais des allers-retours, 3 heures de transport. Des fois, il y a des grèves, des écoulements de boue. Des fois, ça fait 4 heures. J'aime pas les cours, du coup, je viens plus en cours. Il y a un moment où je viens plus en cours. Le deuxième semestre, je viens plus en cours. J'ai un cours partiel. Et malgré ça, voilà, je valide ric-rac 11, 11,5, 12 de moyenne. Je passe en deux, et je suis même admis en Master 2. Mais au fond de moi, limite, je voulais qu'on me dise tu redoubles ou ton année elle est morte, prends une année de césure. Mais non, je passe en deuxième année. Et là, je vous jure, je prends mon portable, je scroll sur Facebook à l'époque. Moi, je suis un ancien. Et là, je tombe sur une bourse pour aller étudier à Berkeley. 20 000 $, je crois, c'était, ou 30 000 $. Et on a 24 heures pour candidater. C'était Schoolab et Berkeley, ça s'appelait le Bridge, le programme. Je candidate, je connais rien à l'entrepreneuriat. Je vais sur Google, je tape Moussa Camara, je vois qu'est-ce que Moussa Camara il dit de l'entrepreneuriat. Je prépare un pitch, j'envoie mon CV, mon bulletin de notes, tout ça. Je passe les entretiens avec la partie française, ça se passe bien. Je passe les entretiens avec la partie américaine, ça se passe bien. Et je suis pris. Comme ça, c'est-à-dire la porte qui devait s'ouvrir, la plus grande, là, après mon échec à l'ENS, elle s'est ouverte. Je pars en Californie, Silicon Valley, Berkeley, l'une des 10 meilleures universités au monde. C'est-à-dire je suis passé de l'échec à l'ENS à une opportunité incroyable. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas le but de la vidéo, mais à Berkeley, ça se passe incroyablement bien. Parce qu'en fait, c'est là-bas où je prends conscience que les études, c'est bien, mais l'humain, c'est le plus important. C'est qui tu es et qui tu veux devenir le plus important. Et ensuite, tu dois chercher les compétences pour être cette personne que tu souhaites devenir. Et donc, je prends conscience que moi, je veux impacter des vies dans le domaine de l'éducation. Et donc, quand je rentre en France et durant le Covid, je me dis, je candidate à aucun master pour l'instant. Je fais un service civique pour vraiment comprendre c'est quoi le besoin des étudiants, comment les aider à mieux s'orienter, à mieux réviser. Et c'est en parlant avec ces personnes-là, que je découvre les sciences cognitives, c'est-à-dire les sciences qui cherchent à comprendre comment le cerveau fonctionne, sur l'apprentissage, la mémorisation. Et donc là, je voyais un concours, on peut te candidater en autodidacte, c'est-à-dire que tu te formes tout seul et tu te présentes au concours. Je me dis, let's go. Quand je candidate, je me rappelais, plusieurs professeurs me disent, non mais Pierre, t'as aucune chance, tu viens de l'économie. Toi, tu me parles de neurosciences, de psychologie. C'est mort, en plus, t'as que 1 mois et demi pour préparer. Je me dis, non, mindset américain, the sky is the limit. Donc je me dis, non, je prépare, si j'échoue, mais imagine-toi, je réussis. Si j'échoue, ça va changer quoi ma vie, rien. Mais si je réussis, ça peut changer ma vie. Donc chaque jour, je me lève à 5h. De 5h30 à 9h, je révise. De 9h à 17h, j'ai mon service civique en télétravail. Là, c'était à article 1. C'était avec, comment ça s'appelle, les différents leaders. D'ailleurs, big up à Tara. Et je suis pris. Je suis parti des 5 prix. Il n'y avait que 5 prix. 5 ou 6 personnes pris dans le monde entier. Parce qu'il y a aussi les étudiants internationaux. Je suis pris. Donc là, vous avez vu, je suis passé j'ai échoué il y a 1 an à l'ENS. Je suis allé à Berkeley ensuite. Et là, je me retrouve en sciences cognitives à l'ENS. C'est-à-dire c'est encore, pour moi, le cas plus prestigieux, plus incroyable en tout cas à mes yeux. Parce que ça n'a rien à voir avec mon domaine. Et c'est un domaine qui va changer ma vie. C'est là-bas où j'ai compris comment le cerveau fonctionne, comment l'apprentissage ça fonctionne, comment on se concentre, comment on mémorise. Et j'ai pu créer du contenu. Et 2 ans plus tard, avoir plus de 170 000 personnes sur les pages étudiants ambitieux. Et donc voilà, tout ça pour vous dire que, en fait, des fois on va vous dire c'est pas pour toi, mais il faut s'accrocher. Et même à l'ENS, peut-être que j'y viendrai plus tard, mais quand j'ai voulu faire Princeton ensuite, en échange, certains professeurs m'ont dit pense à un plan B, pense à un plan Z même. Princeton, c'est trop prestigieux, tu ne seras pas pris. Mais j'ai pas répondu à ces profs. J'ai candidaté et quand j'ai été admis, je leur ai envoyé, regardez, je vais en échange à Princeton. C'est comme ça. Ne laisse pas tes limites être déterminées par les limites des autres.
En fait, tu as des ambitions, tu as des objectifs. Et les autres, ils ont leur peur, ils ont leurs craintes. Ça, c'est leur vie. Mais toi, là, tu as des ambitions et tu dois te battre pour y arriver. N'attends pas que les autres te supportent, te disent ouais, t'as raison. Vas-y, candidate. Non, tu candidates, tu donnes les résultats, fin. Et un prof à Berkeley m'a dit une chose. Souvent, les Français, ils attendent d'être légitimes pour agir. Mais c'est par l'action que tu vas devenir légitime. Arrête d'attendre que les gens te valident, disent que tu as le droit de le faire. Non. Bats-toi pour tes rêves et tu vas voir que c'est en te battant pour tes rêves que les gens vont être inspirés par toi et te dire ah ouais, lui là, il est légitime. Ah lui là, il mérite d'y aller. Ça, c'est vraiment une chose que j'ai appris grâce aux Américains. Pour conclure, je dirais que justement, toutes ces épreuves que j'ai vécues, ça me rappelle justement la phrase que je vous avais dit au début. Quand ma mère m'a dit hey, t'es noir, tu viens de banlieue, t'es pauvre, tu dois travailler 2 fois plus que les autres, tu dois être 2 fois meilleur que les autres pour avoir la moitié de ce qu'ils ont. Et c'est vrai. Je veux dire que t'as beau être bon, tu rentres à l'ENS, tu dois travailler à côté de tes études, parce que moi, à côté de l'ENS, j'entreprenais, je donnais des cours, j'étais formateur. Pour financer mes études à Princeton, j'ai dû candidater à des bourses, alors que d'autres, papa, maman, signent un chèque ou fait un virement. Mais je regrette rien. Parce qu'en fait, il y a une chose que j'ai compris, c'est que parfois l'adversité, la difficulté, ça te rend plus fort. L'inconfort crée l'effort. Et donc tout ça, ça m'a appris à comprendre comment trouver des financements, et donc je peux aider d'autres étudiants à trouver des financements. Ça m'a rendu plus fort. Donc tu sais, mon message, c'est que peu importe tes rêves, même si au début, tu es en retard, dis-toi que c'est peut-être une bénédiction. Et qu'il y a des gens qui sont passés par les mêmes chemins que toi. C'est-à-dire que trouve des mentors à travers des livres, à travers Instagram, YouTube, qui vont t'inspirer, qui vont te dire comment y arriver. Et moi, humblement, en tout cas, si je peux t'aider à travers mes vidéos, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Je voulais pas faire une vidéo trop longue sur mon parcours, parce que bon, je suis personne. Mais si je peux inspirer quelques gens, ça fait plaisir. Et en tout cas, ne lâchez rien. Encore une fois, vos ambitions sont la boussole. Ils connaissent la destination qui est votre réussite.